j'ai découvert que j'allais recevoir un héritage colossal, alors je me suis précipité pour le dire à ma femme et à sa mère. Elle me poussait à contracter un prêt hypothécaire. Puis j'ai surpris une conversation. À 55 ans, je pensais savoir exactement où ma vie me menait. J'avais un emploi stable, une maison tranquille et un mariage qui, du moins en apparence, semblait stable. Mais le soir où je me suis tenu devant la porte de ma propre cuisine, les clés encore à la main, et que j'ai entendu ma femme dire « Il ne posera pas de questions. Il ne le fait jamais », quelque chose en moi a basculé d'une manière irréversible. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis juste resté là, à écouter mon avenir se faire planifier sans moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de bien pire que la trahison. J'ai réalisé que j'avais été prévisible. Cette prise de conscience n'est pas venue de nulle part. Elle s'était construite depuis des années, juste assez discrètement pour que je ne m'arrête jamais pour la remettre en question. Je m'appelle Robert Ray. J'ai 55 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru qu'être un bon mari signifiait être un mari fiable. Je travaillais, je subvenais aux besoins de ma famille et j'évitais les conflits inutiles. Ma femme, Laura, avait toujours été plus décidée que moi. Elle gérait les finances, planifiait notre avenir et avait une façon de faire en sorte que chaque décision majeure semble être la seule option raisonnable. J'admirais cela chez elle. Sa mère, Evelyne, vivait avec nous. C'était aussi une idée de Laura, il y a environ 8 ans, après qu'Evelyne a vendu sa maison. À l'époque, cela semblait logique. Du moins, c'est ce que je me disais. Evelyne était charmante quand elle le voulait, vive d'esprit et semblait toujours savoir exactement comment se positionner dans une conversation. Elle n'élevait jamais la voix, ne demandait jamais rien directement. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses finissaient toujours par aller dans son sens. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Les familles s'adaptent, les rôles changent, les gens tombent dans des schémas, et je suis tombé dans le mien. Chaque mois, mon salaire allait sur notre compte joint. Laura s'asseyait à la table de la cuisine, son ordinateur portable et ses lunettes sur le bout du nez, examinant les factures et déplaçant les chiffres comme des pièces sur un échiquier. Parfois, elle me demandait mon avis, mais pas vraiment. C'était plus une formalité. Cela te convient, sachant déjà que je dirais oui. Je lui faisais confiance. C'était la simple vérité. Dernièrement, cependant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas dramatique. Ça ne l'est jamais. C'étaient des conversations subtiles qui s'éternisaient un peu trop. Des questions qui semblaient légèrement déplacées, des suggestions qui revenaient sans cesse au même point. Nous devrions penser à améliorer, a dit Laura un soir, en remuant son thé sans me regarder. Le marché bouge. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons rater notre chance. Evelyne, assise en face d'elle, a hoché la tête pensivement. Un prêt hypothécaire n'est pas un fardeau s'il est fait de manière stratégique, a-t-elle ajouté, sa voix calme et mesurée. C'est un levier. Je me souviens m'être adossé à ma chaise en les regardant. Nous avons déjà une maison, ai-je dit. Elle est payée. Pourquoi prendrions-nous un tel risque maintenant? Laura a souri. Le genre de sourire qui paraissait patient mais portait une pointe de dédain. Parce que rester immobile n'est pas toujours sûr, Robert. C'est parfois le plus grand risque de tous. Je n'ai pas discuté, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais pas envie de me battre dans une conversation que je savais déjà que je ne gagnerais pas. C'était le schéma. Ça avait toujours été le schéma. Quelques jours plus tard, je suis resté tard au travail pour examiner des rapports de routine. Le bureau s'était vidé des heures auparavant, laissant ce bourdonnement silencieux des néons et le bruit lointain de la circulation à l'extérieur. J'étais sur le point d'éteindre mon ordinateur quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli laisser le message sur la messagerie vocale, mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être l'ennui, m'a poussé à répondre. Monsieur est, a dit une voix d'homme, claire et professionnelle. Ici Andrew Collins de Whitmore & Reed. J'ai essayé de vous joindre concernant une affaire d'héritage. J'ai légèrement froncé les sourcils, regardant le bureau vide autour de moi. Vous devez avoir le mauvais numéro. Je ne crois pas, monsieur. Cela concerne votre défunt oncle, Richard Ray. Ce nom a eu plus de poids que prévu. Richard Ray. Je ne l'avais pas entendu depuis des années. C'était le frère aîné de mon père,
un homme qui avait gardé ses distances avec le reste de la famille pendant la majeure partie de ma vie. Je l'avais rencontré peut-être 2 fois, les 2 fois quand j'étais enfant. Il avait toujours semblé distant, presque indifférent. Je ne suis pas sûr de comprendre, ai-je dit lentement. Monsieur est décédé il y a 3 semaines, a poursuivi l'avocat. Vous êtes désigné comme le principal bénéficiaire dans son testament. Nous avons tenté de vous contacter pour discuter des détails. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Les mots ne prenaient pas tout à fait leur place. Principal bénéficiaire? Ai-je répété. Oui, monsieur. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Je pense qu'il y a eu une erreur. Nous nous connaissions à peine. Il n'y a pas d'erreur, a-t-il dit calmement. Si vous êtes disponible, j'aimerais fixer un rendez-vous. Plusieurs actifs sont impliqués et il est important que nous les examinions en personne. Actif. Le mot est resté en suspens. J'ai accepté de le rencontrer le lendemain. Le trajet jusqu'au cabinet d'avocat semblait différent de mes routines habituelles. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer. Ce n'était pas de l'excitation exactement, mais plutôt une curiosité calme et prudente. Andrew Collins s'est avéré être un homme d'une 40aine d'années, posé, efficace, le genre de personne qui ne perdait pas de temps en paroles inutiles. Il m'a conduit dans son bureau, a posé un dossier sur le bureau et l'a ouvert d'un geste expert. Votre oncle menait une vie relativement privée, a-t-il commencé. Cependant, il a réussi à sa manière. Il a fait glisser un document vers moi. J'ai baissé les yeux et, une seconde, j'ai cru que je lisais mal. Une propriété commerciale en centre-ville, 2 comptes d'investissement, un fonds en fiducie et plusieurs autres avoirs que je ne comprenais pas encore entièrement. J'ai cligné des yeux, parcourant à nouveau les chiffres. Ceci. Ce n'est pas possible, ai-je dit doucement. Si, ça l'est, a répondu Andrew. Après impôts et frais, la valeur totale estimée est, et il a nommé un chiffre qui m'a légèrement serré la poitrine, sous réserve de l'évaluation finale. Je suis resté assis là, les mains posées sur le bord du bureau, essayant de digérer l'information. Tout ce que je pouvais penser était, cela change tout. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans ma vie me semblait appartenir. Pas géré, pas filtré, pas décidé par quelqu'un d'autre. À moi. Sur le chemin du retour, je me suis surpris à serrer le volant un peu plus fort que d'habitude. Mon esprit s'emballait déjà, imaginant comment j'allais le dire à Laura, comment elle réagirait, comment tout semblerait enfin équilibré. J'ai même imaginé son sourire. Pas le sourire patient et contrôlé, mais un vrai. Fier, encourageant. Pour une fois, je ne serais pas seulement l'homme qui était d'accord. Je serais l'homme qui apportait quelque chose à la table. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que les lumières de la cuisine étaient encore allumées. La silhouette d'Evelyne bougeait derrière le rideau, lente et délibérée. La voix de Laura parvenait faiblement par la fenêtre ouverte. Je suis sorti de la voiture, un petit sentiment d'anticipation inattendu s'installant dans ma poitrine. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de cette nuit, je ne penserais pas à la façon de partager la nouvelle. Je penserais à avec qui je partageais vraiment ma vie. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas parce que quelque chose avait mal tourné, du moins pas encore, mais parce que quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis des années, mes pensées ne tournaient pas autour des responsabilités routinières ou de ce qui devait être réparé. Elles restaient fixées sur un fait calme et indéniable, on m'avait remis quelque chose qui n'appartenait à personne d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. La maison était silencieuse. Laura dormait à côté de moi, un bras drapé sur la couverture, sa respiration lente et régulière. Pendant un instant, je l'ai juste regardée. 10 ans de mariage et je connaissais ce visage dans toutes ses expressions, quand elle était contente, quand elle était agacée, quand elle était calculatrice. Ce matin-là, elle n'était rien de tout cela, juste en paix. Je suis sorti du lit sans faire de bruit, je me suis habillé et je suis parti sans la réveiller. Je ne voulais pas de distraction. Pas encore. Le cabinet d'avocat semblait différent en plein jour, moins distant, plus précis, comme si tout à l'intérieur avait déjà été décidé bien avant que je n'entre. Andrew Collins m'a accueilli avec la même efficacité calme que la veille. Pas de bavardage, pas de mouvement inutile. Il m'a tendu un dossier plus épais cette fois, déjà organisé, avec des onglets marquant des sections que je ne comprenais pas entièrement.
J'ai pensé qu'il serait préférable de tout passer en revue en détail aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai hoché la tête en prenant place. Ce qui a suivi n'a pas été dramatique. Pas de révélations soudaines, pas de pauses exagérées, juste des faits exposés les uns après les autres, chacun se mettant en place comme la pièce d'une structure dont je ne soupçonnais pas l'existence. La propriété commerciale à elle seule, 2 étages entièrement loués, générait un revenu stable. Les comptes d'investissement étaient diversifiés, conservateurs, mais substantiels. Le fonds en fiducie avait des conditions, mais aucune qui ne limitait l'accès de manière réelle. Ce portefeuille est stable depuis des années, a expliqué Andrew. Votre oncle n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais il était discipliné. Tout est structuré pour continuer à fonctionner sans interruption. J'ai feuilleté les pages lentement. Des chiffres, des contrats, des noms que je ne reconnaissais pas, tout était documenté, tout était réel. Pourquoi moi? Ai-je demandé, en levant enfin les yeux. Andrew n'a pas hésité. Votre oncle a mis à jour son testament il y a environ 5 ans. D'après ce que je comprends, il avait des contacts limités avec la plupart de ses proches. Vous étiez une exception. J'ai légèrement froncé les sourcils. Je le connaissais à peine. Il ne semblait pas le voir de cette façon. Cela n'avait pas de sens, mais je n'ai pas insisté. Certaines questions n'obtiennent pas de réponse utile. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce qui importait maintenant. Alors, que se passe-t-il ensuite? Andrew s'est légèrement adossé. Cela dépend de vous. Vous pouvez liquider certains actifs, en conserver d'autres, nommer une gestion si vous préférez une approche non interventionniste. Légalement, tout est maintenant sous votre contrôle. La seule exigence est que vous acceptiez formellement l'héritage. J'ai baissé les yeux sur la dernière page, une ligne de signature. C'était une chose simple, juste de l'encre sur du papier. Mais cela ne semblait pas simple parce que signer signifiait plus que simplement accepter des actifs. Cela signifiait entrer dans une position que je n'avais jamais occupée auparavant. Une position où je n'avais pas à différer, à compromettre ou à attendre une approbation. J'ai signé. Andrew a hoché la tête une fois, comme pour confirmer quelque chose qu'il attendait déjà. Nous allons commencer le processus de transfert immédiatement. En attendant, je vous recommande de vous abstenir de tout engagement financier important jusqu'à ce que tout soit entièrement réglé. Je comprends, ai-je dit, et je comprenais plus qu'il ne le réalisait. Le trajet du retour semblait différent de la veille, plus clair, plus concentré. L'anticipation était toujours là, mais elle avait changé de forme. Il ne s'agissait plus seulement de partager une bonne nouvelle. Il s'agissait de ce que cette nouvelle signifiait. Je suis arrivé dans l'allée juste avant le coucher du soleil. La maison avait l'air la même que toujours, propre, calme, rien qui ne soit pas à sa place. Mais j'ai remarqué des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant. La façon dont les rideaux étaient toujours tirés au même angle. La façon dont la lumière de l'entrée s'allumait exactement à la même heure chaque soir, contrôlée, prévisible. À l'intérieur, j'entendais Laura et Evelyne dans la cuisine. Je suis entré, j'ai posé mes clés et je me suis dirigé vers elles. Laura a levé les yeux la première. « Tu es rentré tôt » a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur une serviette. « Oui » ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Le travail s'est terminé plus vite que prévu. Evelyne m'a regardé par-dessus ses lunettes. « C'est rare » a-t-elle dit légèrement. J'ai fait un petit signe de tête et j'ai pris place à table. « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Du poulet » a dit Laura. « Simple. » Nous avons mangé sans beaucoup de conversation au début. Les choses habituelles, le travail, les courses, rien qui n'ait d'importance. Je les observais parler, remarquant le rythme entre elles, la façon dont Evelyne faisait une pause juste assez longtemps pour que Laura reprenne une pensée. La façon dont Laura la regardait avant de faire une remarque, comme pour confirmer quelque chose de non dit. Ça avait toujours été comme ça. Je n'y avais simplement pas prêté attention. À mi-chemin du repas, Laura a posé sa fourchette et m'a regardé. J'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé l'autre soir. J'ai croisé son regard. À propos de quoi? Le prêt hypothécaire, a-t-elle dit. Nous devons avancer là-dessus. J'ai fait des recherches sur les options et il y a une fenêtre en ce moment que nous ne devrions pas manquer. Evelyne a hoché la tête lentement. Le timing est essentiel, a-t-elle ajouté.
si vous attendez trop longtemps, vous perdez votre levier. J'ai pris une gorgée d'eau, me donnant un moment. Et quel est le plan exactement? Laura s'est légèrement penchée en avant. Nous refinançons, nous contractons un prêt plus important et nous investissons dans une deuxième propriété, quelque chose avec un potentiel de croissance. Nous sommes assis sur le même actif depuis trop longtemps. J'ai étudié son expression. Calme, confiante, certaine. De combien parlons-nous, ai-je demandé. Elle a hésité un très court instant. 500 000 € pour commencer. Ce chiffre est resté en suspens dans l'air pendant une seconde. J'ai posé mon verre avec précaution. Ce n'est pas une petite somme. C'est gérable, a-t-elle dit rapidement. Avec tes revenus et notre position actuelle, la banque l'approuvera. Notre position actuelle. J'ai failli sourire à cela. Evelyne a parlé ensuite, son ton plus doux. Robert, tu as toujours été responsable. C'est pour ça que ça marche. La stabilité permet l'expansion. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'y réfléchissais. À l'intérieur, quelque chose avait déjà commencé à se mettre en place. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Les yeux de Laura se sont légèrement plissés, non pas de colère, mais de calcul. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais je veux tout comprendre avant de nous engager. Cela semblait la satisfaire pour le moment. Le dîner s'est terminé peu de temps après. Laura est allée faire la vaisselle et Evelyne est passée au salon, son attention déjà tournée vers autre chose. Je suis resté à table un peu plus longtemps. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de faire partie du plan. J'avais l'impression d'être positionné à l'intérieur. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de vouloir jouer le jeu comme elle s'y attendait. Sur le chemin du retour le lendemain soir, j'ai répété la conversation plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Pas les mots exacts, juste la forme. J'allais m'asseoir, tout dire à Laura de manière directe, et nous allions trouver une solution ensemble. C'est ce que j'avais toujours fait. C'est ce qu'un mariage était censé être. Au moment où j'ai tourné dans notre rue, le ciel avait pris cette teinte de bleu profond qui s'installe juste avant la nuit noire. La lumière du porche était déjà allumée. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir du mouvement dans la cuisine. Deux silhouettes, familières d'une manière qui me semblait autrefois réconfortante. Je me suis garé, je suis resté assis une seconde, puis j'ai pris dans ma mallette le dossier qu'Andrew m'avait donné. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste tenu là, sentant son poids. Pas lourd physiquement, mais significatif d'une manière que je ne pouvais ignorer. C'est le moment, me suis-je dit. Le point où tout changerait pour le mieux. Je suis sorti de la voiture, j'ai fermé la portière sans bruit et j'ai remonté l'allée. En m'approchant, leurs voix sont parvenues par la fenêtre de la cuisine légèrement ouverte. Je n'essayais pas d'écouter. C'est juste arrivé. La voix de Laura, plus basse que d'habitude. On ne peut pas faire traîner ça plus longtemps. Evelyne a répondu, calme comme toujours. Alors ne le fais pas. Il n'a pas besoin de détails. Donne-lui juste une voix claire. J'ai ralenti, ma main planant près de la porte d'entrée. Il ne va pas poser de questions, a poursuivi Laura. Il ne le fait jamais. Voilà, encore une fois. Je n'ai pas bougé. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré, pas brusquement, juste assez pour que j'en sois conscient. Evelyne a fait un son doux, presque un murmure. C'est parce qu'il te fait confiance. Et la confiance, si tu l'utilises correctement, simplifie tout. J'ai senti la clé dans ma main, froide contre ma paume. Laura a expiré lentement. Une fois le prêt hypothécaire approuvé, nous déplaçons tout. La propriété sera en place avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Et le timing? A demandé Evelyne. C'est bon, a répondu Laura. Il signera. Il signe toujours. Il y a eu une brève pause. J'entendais le léger tintement d'une tasse posée. Et après ça, a dit Evelyne. Le ton de Laura n'a pas changé. Après ça, nous n'aurons plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ce sera déjà fait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Pas plus d'une minute, peut-être moins. Mais cela a semblé plus long. Non pas à cause de ce que j'entendais, mais à cause de la familiarité de ce son.
pas les mots, la certitude. Elle ne devinait pas. Elle n'espérait pas. Elle planifiait. Et je ne faisais pas partie de ce plan. J'étais une étape dedans. Ma prise sur la clé s'est légèrement resserrée, puis s'est relâchée. J'ai reculé de la porte, en faisant attention à ne pas faire de bruit, et j'ai contourné le côté de la maison. L'air y était plus froid, la lumière plus faible. Je me suis tenu près de la clôture, regardant le vide. Il fut un temps, des années auparavant, où je serais entré immédiatement, je les aurais confrontés, j'aurais posé des questions dont je n'étais pas sûr de vouloir les réponses, j'aurais peut-être haussé la voix. Mais cette version de moi était construite sur une hypothèse différente, que nous étions tous du même côté. Maintenant, je n'étais plus sûr de quel côté j'étais, ni même si je l'avais jamais été. Je suis resté là jusqu'à ce que leur voix s'estompe en quelque chose d'indistinct. Puis j'ai fait le tour, je suis allé jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai déverrouillée comme si de rien n'était. À l'intérieur, tout semblait exactement pareil. Laura s'est retournée de l'évier en m'entendant. « Tu es en retard », a-t-elle dit, non pas en m'accusant, juste en le notant. « La circulation », ai-je répondu, en posant ma mallette près de la chaise. Evelyne a jeté un coup d'œil depuis la table, son expression neutre. « Le dîner est encore chaud. » J'ai hoché la tête et j'ai pris ma place. L'odeur de poulet rôti emplissait la pièce, familière et ordinaire. J'ai pris ma fourchette, stable, contrôlée. Personne n'a rien dit sur la conversation que je venais d'entendre. Personne n'avait l'air mal à l'aise parce qu'il ne savait pas que j'avais été là. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose clairement. Le silence n'était pas une faiblesse. C'était un levier. Nous avons mangé comme nous le faisions toujours. Laura a parlé de quelque chose qu'elle avait lu. Les tendances immobilières, les taux d'intérêt, le même fil qu'elle tirait depuis des semaines. Evelyne ajoutait ses pensées à intervalles mesurés, renforçant, affinant. J'écoutais. Pas comme un mari qui est d'accord, mais comme un observateur. Les banques durcissent les approbations, a dit Laura en me regardant. Nous devrions prendre les devants avant que les conditions ne changent. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être. Les yeux d'Evelyne se sont tournés vers moi. L'incertitude n'est pas une excuse pour retarder, Robert. C'est une raison d'agir. J'ai brièvement croisé son regard. Ou une raison d'être prudent. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus que d'habitude, puis a souri faiblement. Les hommes prudents ne construisent rien. Je n'ai pas répondu. Le dîner s'est terminé sans tension, du moins en surface. Laura a débarrassé. Evelyne est retournée au salon et j'ai porté ma mallette à l'étage. Dans la chambre, j'ai fermé la porte et j'ai finalement ouvert le dossier. Les documents étaient exactement comme je m'en souvenais. Des chiffres clairs, précis, indiscutables qui ne dépendaient de l'approbation de personne d'autre. Des actifs qui ne nécessitaient pas de négociation. Pendant un long moment, je suis resté assis là à les regarder. Puis j'ai fermé le dossier et je l'ai mis de côté, parce que la chose la plus importante que j'avais apprise cette nuit-là ne concernait pas l'argent. Elle concernait l'information. Ce que les gens savaient, et ce qu'ils ne savaient pas. En bas, j'entendais Laura se déplacer dans la maison, ses pas réguliers, routiniers. Rien n'avait changé pour elle. Pas encore. Mais pour moi, le changement était déjà complet. Je ne pensais plus à la façon de partager l'héritage. Je pensais à quand. Et plus important encore, pourquoi. Les 2 jours suivants m'en ont appris plus sur mon mariage que les 10 années précédentes. Non pas parce que quelqu'un a avoué quoi que ce soit. Non pas parce qu'il y a eu un lapsus dramatique, un mensonge évident, un changement soudain et visible. C'était plus silencieux que cela, plus poli, plus discipliné. Laura est devenue attentive d'une manière qui aurait semblé aimante à n'importe qui de l'extérieur. Elle me faisait mon café avant que je ne le demande. Elle vérifiait si j'avais déjeuné. Elle s'asseyait plus près de moi sur le canapé le soir, une main posée légèrement sur mon bras comme si nous étions un couple dans une brochure de retraite pour la vie côtière. Evelyne s'est adoucie aussi. Elle a cessé de me corriger sur des choses insignifiantes. Elle a même ri à une de mes blagues au dîner, ce qui, honnêtement, ne s'était jamais produit auparavant. C'était assez subtil pour passer pour de la chaleur, mais une fois que vous entendez le mécanisme derrière quelque chose, vous ne pouvez plus le confondre avec de la gentillesse. Jeudi soir, en rentrant à la maison,
j'ai trouvé des options de prêt hypothécaire imprimées et étalées sur la table de la salle à manger. Pas une ou deux pages, mais une présentation complète, des graphiques, des notes, des onglets autocollants. Laura se tenait près de la table dans un pull de couleur crème, des lunettes de lecture sur le nez, ressemblant plus à une consultante qu'à une épouse. « Te voilà », a-t-elle dit avec un sourire facile. Timing parfait. Je voulais te présenter quelques points. J'ai accroché mon manteau au porte-manteau près de la porte et j'ai regardé les papiers sans m'approcher. Tu as été occupé. Elle a haussé les épaules. Il faut bien que quelqu'un le soit. Cette phrase m'aurait dérangé avant. Cette faible implication que j'étais passif, que les choses bougeaient parce qu'elle les faisait bouger. Mais maintenant, je l'ai juste noté et je l'ai laissé passer. Evelyne est apparue de la cuisine, portant un plateau avec du café et une assiette de sablé. « Assieds-toi, Robert », a-t-elle dit, comme si nous allions discuter des projets de vacances. « Ça ne prendra pas longtemps. » Je me suis assis. Laura a fait glisser un document devant moi. C'est l'option la plus simple. Taux fixe, structure gérable. Nous utilisons la maison comme garantie, nous accédons au capital, puis nous agissons rapidement avant que les prix ne grimpent à nouveau. Agir rapidement sur quoi, ai-je demandé. Ses yeux sont restés sur le papier. Un achat. Ce n'est pas une réponse. Elle a alors levé les yeux, le sourire toujours en place, mais plus fin. Une propriété d'investissement. Quel genre de propriété? Evelyne est intervenue avant que Laura ne puisse le faire. Le genre qui prend de la valeur, Robert. C'est tout l'intérêt. Je me suis adossé à la chaise. Et qui l'a choisi? Laura a croisé les bras. Nous. J'ai laissé le silence s'étirer un peu. Intéressant. Ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ressemble à une conversation qui a déjà eu lieu sans moi. Aucune d'elles n'a dit quoi que ce soit pendant un instant. Puis Laura a ri doucement, un son léger qui n'a pas atteint ses yeux. Tu es dramatique. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Le ton lisse, la patience étudiée, la façon dont elle qualifiait le désaccord d'instabilité émotionnelle. J'avais manqué ce schéma pendant des années parce qu'il n'avait jamais semblé cruel, juste raisonnable. Je suis prudent, ai-je dit. Evelyne a pris la chaise en face de moi et a joint ses mains. Il y a une différence entre la prudence et la peur. À un moment donné, un homme doit décider s'il veut la sécurité ou la croissance. J'ai failli sourire à la formulation. C'était si poli, si propre. Elle faisait passer la manipulation pour de la littératie financière. Et si j'étais satisfait de ce que nous avons déjà, ai-je demandé. Laura a répondu immédiatement, tu ne devrais pas l'être. C'était ça. Pas de l'irritation, ni même de la cupidité, exactement, juste de la conviction. Le genre qui ne laisse aucune place au confort d'une autre personne. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil aux pages, puis je les regardais. Et si je dis non? La question a atterri plus durement que je ne l'avais prévu. Le visage de Laura n'a pas beaucoup changé, mais quelque chose derrière a changé. Quelque chose de plus froid, de plus alerte. Tu ne dis pas non, a-t-elle dit. Pas, j'espère que tu ne le feras pas. Pas, parlons-en. Tu ne dis pas non. J'ai laissé cela planer entre nous. Evelyne a pris son café. Personne n'essaie de te faire pression, Robert. C'était presque suffisant pour me faire rire. Bien sûr que non, ai-je dit. Laura a poussé la première page plus près de moi. Lis-la simplement ce soir. Nous n'avons pas à finaliser quoi que ce soit à la seconde, mais j'ai besoin que tu comprennes que l'attente pourrait nous coûter cher. Un mot si utile quand quelqu'un veut votre signature. J'ai pris la page, je l'ai parcourue et je l'ai reposée. Je regarderai plus tard. L'expression de Laura s'est crispée. Plus tard, quand? Plus tard, ai-je répété. Elle a soutenu mon regard un moment de trop, puis a hoché la tête une fois. D'accord. Le dîner ce soir-là a été calme, pas hostile, juste mesuré, comme si tout le monde à table était devenu conscient de son ton. Evelyne a parlé d'un voisin dont le petit-fils avait déménagé à Phoenix. Laura a commenté les tarifs des services publics. J'ai répondu quand il le fallait, mais j'ai gardé ma voix égale et mes pensées pour moi. C'était la partie la plus difficile.
Pas la tromperie, mais la retenue. Parce que de temps en temps, une phrase résonnait dans mon esprit. Il signera. Il signe toujours. Après le dîner, Laura est montée prendre une douche. Evelyne s'est installée dans le bureau avec sa tablette. Je suis resté dans la cuisine, rinçant mon assiette, écoutant lentement l'eau couler. J'avais passé une décennie à croire que la paix signifiait la conformité. Que si je restais calme, agréable, fiable, alors les personnes les plus proches de moi apprécieraient cela. Mais la valeur et l'utilité ne sont pas la même chose. Je me suis séché les mains, je suis monté et je me suis assis sur le bord du lit pendant que la douche coulait dans la pièce voisine. Ma mallette était dans le placard. À l'intérieur, le dossier de l'héritage ressemblait à un deuxième battement de cœur dans la pièce. Je l'ai sorti et l'ai rouvert, parcourant les chiffres, les registres de propriété, les détails de la fiducie. Non pas parce que j'avais besoin de confirmer quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que pour une fois, j'avais des options. Cette nuit-là, allongé à côté de Laura dans le noir, j'ai fixé le plafond et j'ai écouté le doux bourdonnement de la ventilation. Elle s'est retournée une fois, à moitié endormie, et a posé sa main sur mon épaule. Il y a des années, ce contact m'aurait réconforté. Maintenant, il ressemblait à une question. Le lendemain matin, j'ai appelé Andrew Collins de mon bureau avant l'arrivée de quiconque. « Monsieur a-t-il dit, comment puis-je vous aider ? » « J'ai besoin de vous demander quelque chose, ai-je dit. Hypothétiquement. Il a fait une petite pause. Continuez. Si quelqu'un me pressait de contracter un prêt important en utilisant ma maison comme garantie, y aurait-il une raison pour qu'il soit au courant de l'héritage avant que les transferts ne soient terminés? Non, a-t-il dit immédiatement. En fait, selon vos circonstances, la discrétion peut être sage. J'ai regardé par la paroi vitrée de mon bureau le parking en contrebas. C'est ce que je pensais. Il y a eu une autre petite pause, plus attentive cette fois. Y a-t-il une préoccupation dont je devrais être au courant? Oui, ai-je dit. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Mais pas une que je suis prêt à expliquer pour l'instant. C'est votre décision, a-t-il répondu. Mais si vous avez besoin d'un conseil personnel au-delà des questions de succession, je peux vous recommander quelqu'un de discret. Faites-le, ai-je dit. Il a promis d'envoyer un nom. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis très immobile pendant un moment. C'est à ce moment-là que la situation est devenue réelle d'une manière différente. Pas émotionnellement, stratégiquement. Je ne cachais plus seulement une bonne nouvelle. Je protégeais une sortie. Ce soir-là, en arrivant dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté dans la voiture quelques secondes de plus. La maison avait l'air calme. Une lumière chaude dans la cuisine. Les rideaux d'Evelyne tirés avec une précision militaire. La jardinière de Laura près des marches, taillée et arrosée. Un foyer paisible. C'était l'image. Mais j'avais enfin entendu ceux qui vivaient derrière. Et j'en avais fini de confondre l'apparence avec la vérité. J'ai attrapé ma mallette, je suis sorti et je me suis dirigé vers la porte d'entrée avec une certitude plus lente que je n'en avais jamais portée auparavant. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais déjà une chose. Je n'allais plus être la partie la plus facile de leur plan. Le changement ne s'est pas annoncé. Il n'y a pas eu de moment où je me suis levé pour déclarer quoi que ce soit. Pas de confrontation, pas de voix forte résonnant dans la maison. C'est arrivé tranquillement, presque invisiblement, comme une habitude remplacée par une autre, une petite décision à la fois. J'ai arrêté de réagir. Cela seul a changé plus que je ne l'attendais. La semaine suivante, j'ai suivi ma routine exactement comme avant. Mêmes heures, même conversation, même place à table. Si quelqu'un avait observé de l'extérieur, il n'aurait pas remarqué de différence. Mais intérieurement, je ne participais plus de la même manière. J'observais. Laura l'a remarqué au début, bien qu'elle ne l'ait pas dit directement. Ses questions sont devenues plus précises. As-tu regardé les documents? Oui, ai-je dit. Et je suis encore en train de réfléchir. Combien de temps faut-il pour réfléchir à quelque chose comme ça? Aussi longtemps que nécessaire. C'était tout. Pas de dispute, pas d'escalade. Mais l'air entre nous a légèrement changé, comme une pression qui monte avant un orage qui n'a pas encore décidé s'il éclatera. Evelyne s'est adaptée ensuite.
Elle a commencé à m'approcher séparément, généralement le matin, quand Laura avait déjà quitté la pièce. C'était toujours décontracté, toujours présenté comme de l'inquiétude. « Tu as été silencieux », a-t-elle dit un jour, appuyée contre le comptoir pendant que je versais du café. « Je suis toujours silencieux. »« Pas comme ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris ma tasse et je me suis dirigé vers la table. Elle a suivi, non pas physiquement, mais avec sa voix. « Tu réfléchis trop au prêt hypothécaire. » C'est ça, le problème. Je me suis assis lentement. Peut-être que je suis juste en train de réfléchir. Elle a affiché un petit sourire entendu. Les hommes qui hésitent le regrettent souvent. Les opportunités n'attendent pas. J'ai brièvement croisé son regard. Les erreurs non plus. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Pas de la colère, pas de la surprise, de la reconnaissance. Puis ce fut parti. « Ne laisse juste pas la peur prendre la décision à ta place », a-t-elle dit avant de s'éloigner. La peur. C'était intéressant de voir à quelle fréquence ce mot revenait quand quelqu'un voulait que vous alliez plus vite que vous n'étiez à l'aise. Ce soir-là, Laura a essayé une autre approche. Elle n'a pas parlé du prêt hypothécaire au dîner. Elle n'a pas mentionné de chiffres ni de délai. Au lieu de cela, elle a versé 2 verres de vin après qu'Evelyne est allée se coucher et s'est assise en face de moi dans le salon. Sa posture était détendue, son ton plus doux. « Tu as été distant », a-t-elle dit. J'ai pris une gorgée de vin. « Vraiment ? » Oui. Elle a soutenu mon regard. Et je n'aime pas ne pas savoir pourquoi. C'était presque suffisant pour me faire sourire. Je suis juste là, ai-je dit. Il n'y a rien à ne pas savoir. Ce n'est pas vrai, a-t-elle répondu doucement. Tu penses à quelque chose et tu ne le dis pas. Pendant un moment, j'ai envisagé de lui dire. Pas tout, juste assez pour changer l'équilibre. Assez pour voir comment elle réagirait si elle savait que je n'opérais plus sur les mêmes hypothèses. Mais je me suis alors souvenu de sa voix à travers la fenêtre. Il ne posera pas de questions. Et j'ai laissé tomber l'idée. Je prends juste les choses au sérieux, ai-je dit à la place. C'est tout. Elle m'a étudié, cherchant quelque chose. Je pouvais le voir dans la façon dont ses yeux bougeaient, non pas en balayant, mais en mesurant. Et avant, tu ne le faisais pas, a-t-elle demandé. Avant, je faisais confiance que nous étions sur la même longueur d'onde. La phrase a atterri doucement, mais elle avait du poids. L'expression de Laura n'a pas beaucoup changé, mais ses doigts se sont légèrement resserrés autour du verre. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors il n'y a pas d'urgence, ai-je dit. Elle a posé le verre sur la table avec un mouvement contrôlé. Robert, il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de ne pas manquer quelque chose qui pourrait nous être bénéfique à long terme. Je me suis adossé au canapé. Alors ce sera toujours une bonne décision la semaine prochaine. Ce n'est pas comme ça que les marchés fonctionnent. Alors peut-être que ce n'est pas aussi stable que ça en a l'air. Le silence s'est installé entre nous. Pas inconfortable, juste différent. Finalement, elle a expiré et a secoué légèrement la tête. Je ne comprends pas ce qui a changé. Je n'ai pas répondu à cela, car la vérité était simple, moi, j'avais changé. Plus tard dans la nuit, après qu'elle se soit endormie, je me suis levé et je suis descendu. La maison semblait différente dans le noir, plus silencieuse, mais plus honnête en quelque sorte. Je suis entré dans la cuisine, j'ai allumé la petite lumière au-dessus de l'évier et je suis resté là un moment. Puis j'ai ouvert ma mallette. Le dossier de l'héritage était toujours là, exactement où je l'avais laissé. Intouché par quiconque sauf moi, intouché par leurs attentes, leurs plans, leurs suppositions. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'email qu'Andrew m'avait envoyé plus tôt dans la journée. Un contact, conseil financier privé, discret, et expérimenté. J'ai fixé le nom pendant quelques secondes, puis j'ai appuyé sur appeler. Il a sonné 2 fois avant qu'une femme ne réponde. Ici Sarah Mitchell. Je m'appelle Robert et, ai-je dit. Andrew Collins m'a donné votre numéro. Il y a eu une brève pause, puis son ton a légèrement changé, plus attentif, plus concentré. Bien sûr. Comment puis-je vous aider, monsieur Hay? J'ai besoin de comprendre comment séparer les actifs personnels de l'exposition financière partagée, ai-je dit, et je dois le faire discrètement.
Une autre pause, plus courte cette fois. C'est quelque chose dont nous pouvons discuter, a-t-elle dit. Oui. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain après-midi. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté là dans la faible lumière de la cuisine, le téléphone encore à la main. Il ne s'agissait plus seulement de résister à leur plan. Il s'agissait de construire le mien. Le lendemain, j'ai rencontré Sarah dans un petit bureau du centre-ville. Elle était directe, efficace et, surtout, elle ne posait pas de questions inutiles. J'ai expliqué la situation en termes généraux, en omettant les noms mais pas les détails. Quand j'ai eu fini, elle avait déjà commencé à esquisser des options. Vous devez établir des limites légales claires, a-t-elle dit. Des comptes séparés, des structures de gestion indépendantes et une documentation qui garantit que vos actifs hérités restent exclusivement les vôtres. J'ai hoché la tête. Et si quelqu'un s'attend à y avoir accès? Alors vous ne le leur donnez pas, a-t-elle dit simplement. Cette phrase m'est restée. L'attente n'est pas un droit. J'ai quitté son bureau avec un plan, pas entièrement formé, mais assez solide pour construire dessus. Ce soir-là, en entrant dans la maison, tout semblait à nouveau pareil. Laura au comptoir, Evelyne dans son fauteuil, le doux bourdonnement d'une maison qui paraissait stable. Mais maintenant, je comprenais quelque chose clairement. Ils n'étaient plus les seuls à planifier. La phase suivante ne nécessitait pas de vitesse. Elle nécessitait de la précision. J'ai cessé de penser à ce qu'ils voulaient et je me suis concentré sur ce dont j'avais besoin. Pas en termes généraux de sécurité, d'équité, d'indépendance, mais en termes spécifiques, compte, titre, signature, le genre de détails qui ne font pas de bruit, mais qui déterminent tout ce qui suit. Au cours des jours suivants, j'ai d'abord ajusté de petites choses. J'ai ouvert un compte courant séparé à mon nom seul et j'y ai redirigé une partie de mon salaire. Rien de dramatique, juste assez pour établir un schéma. J'ai annulé 2 virements automatiques que Laura avait mis en place des années auparavant et je les ai remplacés par des paiements manuels que je contrôlais. Quand la banque a appelé pour confirmer un changement, je suis sorti sur le parking pour prendre l'appel. Réponse courte, pas d'explication. À la maison, je n'ai rien mentionné de tout cela. Laura a cependant remarqué quelque chose. Pas les détails, mais la friction. Elle a posé 2 fois des questions sur une facture qui n'avait pas été payée dans les délais habituels. Je lui ai dit que j'avais changé le calendrier de paiement pour éviter les frais de retard de cycle. C'était une explication raisonnable. Elle n'a pas insisté. Evelyne observait plus qu'elle ne parlait. Son regard s'attardait une seconde de plus qu'avant. Quand j'entrais, quand je m'asseyais, quand je me levais pour quitter la pièce. Elle avait une façon de recueillir des informations sans les demander. J'ai gardé mes mouvements cohérents, mon ton neutre. Si vous allez changer la structure, vous n'annoncez pas la rénovation. Vous déplacez d'abord les murs porteurs. Vendredi matin, j'ai revu Sarah. Elle avait préparé une courte liste, des étapes claires et réalisables. Premièrement, a-t-elle dit en faisant glisser une page sur le bureau, l'acceptation formelle de l'héritage doit être accompagnée d'une déclaration de statut de biens propres. Cela le maintient légalement distinct des actifs matrimoniaux. J'ai déjà signé l'acceptation, ai-je dit. Ce n'est pas un problème, a-t-elle répondu. Nous déposerons la déclaration maintenant. Le timing est important, mais c'est encore propre. Elle est passée au point suivant. Deuxièmement, nommer une entité de gestion pour la propriété commerciale et les investissements. Cela vous donne une distance opérationnelle. Cela empêche également quiconque de s'ingérer dans les décisions. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas le gérer au jour le jour. Bien, a-t-elle dit. Vous ne devriez pas avoir à le faire. Nous avons discuté d'une 3e étape, la mise à jour de mon testament. Pas quelque chose que j'avais prévu de faire cette semaine, mais cela correspondait au schéma. Définir la propriété. Définir le contrôle. Définir ce qui se passe si quelque chose tourne mal. Restez simple, a dit Sarah. La clarté prévient les litiges. J'ai signé 2 documents avant de quitter son bureau. Rien de dramatique, pas de fanfare, juste des lignes de texte qui ont déplacé les fondations de ma vie financière. Sur le chemin du retour au travail, j'ai appelé Andrew. Je veux que la structure de gestion soit en place dès que possible, ai-je dit. Pas de lacune. C'est déjà en cours, a-t-il répondu. Nous avions anticipé que vous préféreriez cela.
Bien. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis un moment, le moteur au ralenti. Pendant des années, j'avais différé les décisions parce qu'elles me semblaient lourdes. Maintenant, je les prenais parce qu'elles étaient nécessaires. La différence n'était pas dans le poids, elle était dans la direction. Ce soir-là, Laura a préparé le terrain. Elle avait débarrassé la table de la salle à manger, disposé à nouveau les documents avec soin et imprimé une nouvelle série de chiffres. La présentation était plus concise cette fois, plus raffinée, moins exploratoire, comme si la discussion était déjà passée à une étape finale. Nous devrions verrouiller ça ce soir, a-t-elle dit en entrant. J'ai parlé à la banque. Ils nous maintiennent un taux, mais seulement jusqu'à lundi. J'ai pris ma place et j'ai regardé la première page sans la prendre. Expliquez-moi. Laura n'a pas hésité. Elle a exposé la structure, le montant du prêt, les rendements prévus, le calendrier. Elle l'avait mémorisé. Chaque chiffre sortait clair, confiant, répété. Quand elle a eu fini, elle a posé un stylo à côté du document. J'ai laissé le silence s'installer une seconde de plus que d'habitude. Puis j'ai pris le papier, pas la ligne de signature, juste le coin, et je l'ai fait glisser de quelques centimètres. Au nom de qui est la propriété, ai-je demandé. Le nôtre, a-t-elle dit. Conjointement. Conjointement? Oui. Et le prêt? Le même. J'ai hoché la tête lentement. Et la gestion? Elle a hésité. Pas longtemps, juste assez. Nous nous en occuperons, a-t-elle dit. C'est-à-dire toi et ta mère? Ai-je répondu. Les lèvres d'Evelyne se sont pincées en une fine ligne. C'est-à-dire les personnes qui ont l'expérience de l'organisation de ces choses. J'ai croisé son regard. Laura s'est penchée en avant. Exécuter. Encore ce mot. J'ai posé le papier. Je ne signe pas ce soir. La pièce est devenue silencieuse. Pas bruyante. Silencieuse, contrôlée. Le genre de silence où tout le monde recalcule. L'expression de Laura ne s'est pas brisée, mais elle s'est crispée sur les bords. Pourquoi? Parce que je veux que quelques points soient clarifiés. Comme quoi, demanda-t-elle. Structure de propriété, gestion, autorité, responsabilité, exposition. Evelyne a parlé la première cette fois. Ce sont des détails techniques. Non, ai-je dit. C'est tout l'enjeu. Laura a pris le stylo et l'a reposé, en l'alignant avec le bord du papier. Un petit mouvement précis. Nous pouvons clarifier tout ce que tu veux. Mais nous ne devrions pas retarder la demande. Je ne retarde pas, ai-je dit. Je décide. Un autre silence, plus long. Evelyne a expiré par le nez. Tu rends cela plus difficile que nécessaire. Ou plus facile qu'auparavant, ai-je répondu. Les yeux de Laura se sont fixés sur les miens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne me précipite pas dans quelque chose que je ne contrôle pas. C'était dit. Pas fort, pas dramatique, juste clair. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Laura s'est adossée, a croisé les bras et a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-elle dit. Nous y reviendrons demain. La semaine prochaine, ai-je corrigé. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. Lundi. La semaine prochaine, ai-je répété. Evelyne s'est levée, rassemblant les papiers avec un peu plus de force que nécessaire. Nous perdons du temps. Nous gagnons en clarté, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Le reste de la soirée s'est déroulé sans un autre mot sur le prêt hypothécaire. Laura se déplaçait dans la maison avec le même rythme efficace que toujours, mais il y avait une nouvelle acuité. Evelyne est restée dans le bureau, sa tablette intacte sur ses genoux. Je suis monté, j'ai ouvert ma mallette et j'ai vérifié la copie que Sarah m'avait donnée. Propre, classée, protégée. J'ai fermé la mallette et je l'ai posée près du placard. En bas, la maison était calme. En haut, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se mettre en place qui ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. Elle croyait encore qu'elle guidait le résultat. Elle croyait encore que je retomberais dans le schéma. Et pour l'instant, je l'ai laissé faire. Parce que le contrôle ne vient pas en annonçant ce que vous faites. Il vient en sachant exactement quand arrêter quelqu'un d'autre.
Le lundi matin, la maison s'était installée dans une version de calme qui semblait presque délibérée. Laura n'a pas abordé le sujet du prêt hypothécaire au petit déjeuner. Evelyne n'a fait aucun commentaire pendant le café. Le silence n'était pas une absence. C'était de la retenue. Elles attendaient le bon moment, le bon angle, la bonne pression. Moi aussi. Au travail, j'ai gardé ma routine intacte. Réunion, appel, email. J'ai répondu. J'ai hoché la tête. J'ai signé ce qui devait être signé, mais pas le document qu'elle voulait. Vers midi, Sarah a envoyé une confirmation, la déclaration de biens propres avait été déposée, l'entité de gestion enregistrée et les contrôles intérimaires étaient actifs. Andrew a suivi avec un court message. Les baux étaient vérifiés. Les comptes étaient en transition. Rien ne nécessitait mon attention immédiate. Pas de lacune, pas d'ouverture. J'ai lu les 2 messages 2 fois, puis j'ai fermé mon téléphone et j'ai fini mon déjeuner. Cet après-midi-là, Laura a envoyé un texto, dîner à 19h. Nous devons parler. J'ai répondu, d'accord. Pas d'émoji, pas de mots superflus. En arrivant dans l'allée ce soir-là, j'ai remarqué la table à travers la fenêtre, mise avec plus de soin que d'habitude. Pas élaborée, juste précise. Assiettes alignées, verres placés symétriquement, la petite bougie que Laura utilisait pour les conversations importantes déjà allumées. Je suis entré, j'ai posé mes clés et j'ai pris ma place sans qu'on me le demande. Laura a apporté la nourriture, saumon rôti, légumes, un simple féculent. Elle se déplaçait avec la même efficacité que j'avais toujours connue, mais ses yeux vérifiaient mon visage plus souvent que d'habitude. Evelyne était assise en face de moi, les mains jointes, la posture composée. Nous avons mangé quelques minutes en silence. Puis Laura a posé sa fourchette. J'ai pris rendez-vous à la banque demain matin, a-t-elle dit. Juste pour maintenir les conditions. Nous n'avons pas à finaliser quoi que ce soit si tu n'es pas prêt. J'ai pris une gorgée d'eau. À quelle heure? 10 heures. Et que maintiendrions-nous exactement? Le taux, la structure dont nous avons discuté. J'ai hoché la tête une fois. Et si je n'y vais pas? Elle a soutenu mon regard. Alors nous perdons la position que nous avons mis du temps à construire. Evelyne a ajouté, parfois, une décision est prise en n'en prenant pas. J'ai posé mon verre avec précaution. Les épaules de Laura se sont détendues d'une fraction. Bien. Pas ce soir, ai-je dit. À la banque. Une petite pause. Evelyne a penché la tête. Tu préfères un cadre formel? Je préfère la clarté, ai-je répondu. Laura a hoché la tête. D'accord. 10 heures. Le reste du dîner s'est déroulé sans friction. Elles n'ont pas insisté. Elles n'en avaient pas besoin. Elles croyaient que le cadre ferait le travail à leur place. Des papiers sur un bureau, un banquier expliquant les termes, le rythme familier de l'accord. Elles avaient toujours eu raison sur un point, je n'aimais pas faire de scène. Le lendemain matin, le hall de la banque sentait légèrement le vernis et le café. Des couleurs neutres, des voix basses, le genre d'endroit où les décisions semblaient officielles avant même d'être prises. On nous a conduits dans un bureau aux parois de verre. Un homme en costume sur mesure s'est présenté, Daniel Brox, responsable principal des prêts. Il parlait avec aisance, efficacité, faisant glisser un dossier sur le bureau. Tout est préparé, a-t-il dit. Nous avons examiné vos finances et, sur la base des conditions actuelles, c'est un arrangement très favorable. Laura s'est légèrement penchée en avant, engagée. Evelyne s'est adossée, observant. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient tels qu'il les avait présentés. Montant du prêt, durée, taux. Mon nom dans le champ de l'emprunteur. Notre maison listée comme garantie. Propriété conjointe sur la propriété cible. Gestion non spécifiée. Daniel a tapoté légèrement la page. Si vous êtes à l'aise, nous pouvons procéder à la demande aujourd'hui. L'approbation devrait être simple. J'ai fermé le dossier. J'ai quelques questions, ai-je dit. Bien sûr. Qui contrôle l'entité de gestion de la nouvelle propriété? Laura a répondu avant qu'il ne le puisse. Nous. J'ai regardé Daniel. Est-ce documenté ici? Il a baissé les yeux.
La structure de gestion peut être définie après l'acquisition. Ce qui signifie qu'elle n'est pas définie maintenant. C'est exact. J'ai hoché la tête. Deuxième question, l'exposition au risque. Si la propriété est moins performante, quelles protections sont en place pour la résidence principale? Daniel s'est légèrement déplacé. La garantie est en danger, ai-je terminé. Il a incliné la tête. Dans des scénarios extrêmes. J'ai laissé cela en suspens pendant une seconde. La voix de Laura est restée stable. Robert, nous avons déjà discuté de tout ça. Pas comme ça, ai-je dit. Evelyne s'est penchée en avant. Tu compliques un processus simple. J'ai croisé son regard. Ce n'est pas compliqué. C'est spécifique. Je me suis retourné vers Daniel. Dernière question. Si je choisis de ne pas procéder aujourd'hui, est-ce que l'une de ces conditions m'oblige à l'avenir? Non, a-t-il dit. Il n'y a aucune obligation tant que vous ne signez pas. Bien. J'ai fermé le dossier et je l'ai repoussé sur le bureau. Je ne procède pas. La pièce n'a pas explosé. Elle n'en avait pas besoin. Le silence suffisait. Laura me fixait, le calme étudié toujours sur son visage, mais plus fin maintenant. Tu avais dit que nous déciderions ici. C'est ce que nous avons fait, ai-je dit. La voix d'Evelyne est sortie plus basse que d'habitude. Sur quelle base? Sur la base que je ne signe pas des accords que je ne contrôle pas. Laura a expiré lentement. Ceci est le contrôle. Nous avons construit ce plan ensemble. J'ai soutenu son regard. Non, vous avez construit un plan dans lequel vous vous attendiez à ce que j'entre. Daniel s'est légèrement éclairci la gorge. Si vous le souhaitez, nous pouvons revoir les termes plus tard. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. Je me suis levé. Laura n'a pas bougé. Assieds-toi, Robert. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris un mince dossier de ma mallette, propre, organisé, bien moins volumineux que le leur. Je l'ai posé sur le bureau et l'ai ouvert à la première page. J'ai déjà pris mes décisions financières, ai-je dit. Les yeux de Laura se sont tournés vers le document. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose pour lequel je n'avais pas besoin de votre permission. Le regard d'Evelyne s'est aiguisé. Explique. Je les ai regardées toutes les deux, puis Daniel, qui était devenu très immobile. J'ai hérité d'un portefeuille, ai-je dit en gardant un ton neutre. Une propriété commerciale, des comptes d'investissement, une fiducie. Il a été en cours d'examen la semaine dernière. Depuis hier, il est sous mon seul contrôle. Personne n'a parlé. Laura a cligné des yeux une fois, comme pour réinitialiser sa concentration. Tu plaisantes. Non. Evelyne s'est légèrement penchée en avant. Quand comptais-tu nous le dire? J'ai laissé une petite pause s'installer. Avant ou après avoir signé quelque chose que je ne comprenais pas? Les lèvres de Laura se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai continué calmement. Les actifs sont légalement séparés, gérés de manière indépendante. Il n'y a aucune obligation pour moi de mettre notre maison en hypothèque. Il n'y a pas besoin de contracter de dettes supplémentaires et il n'y a aucune raison de se précipiter dans une structure qui ne me protège pas. Les yeux de Daniel se sont déplacés entre nous, puis sont tombés sur le document devant lui. Il n'a rien dit. La voix d'Evelyne, quand elle est venue, était plus tendue que je ne l'avais jamais entendue. Tu as caché ça à ta famille. J'ai croisé son regard. Je l'ai protégé d'un plan dont je ne faisais pas partie. Laura a finalement parlé. Sa voix était contrôlée mais plus fine maintenant. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est de me dire tout le plan, ai-je dit, y compris les parties que vous avez discutées quand vous pensiez que je n'écoutais pas. Les mots ont atterri exactement là où il le fallait. Laura est devenue immobile. L'expression d'Evelyne s'est durcie. Tu as mal compris. Non, ai-je répondu. Pas de voix forte. Pas d'accusation au-delà de ce qui avait déjà été dit. Juste de la clarté. J'ai fermé le dossier et je l'ai ramassé. La maison reste telle qu'elle, ai-je dit. Pas de prêt hypothécaire, pas de garantie. Si nous investissons, nous le faisons de manière transparente, avec un contrôle défini et un risque partagé. Ou nous ne le faisons pas du tout.
J'ai regardé Laura, pas méchamment. C'est la décision. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis Daniel s'est agité sur son siège, incertain de devoir parler. Il n'en avait pas besoin, car la pièce était déjà arrivée exactement là où elle devait aller. Au silence. Je ne suis pas parti en courant. J'ai remercié Daniel pour son temps, je lui ai serré la main et je me suis dirigé vers la porte à un rythme normal. Laura et Evelyne ont suivi quelques pas derrière, leurs pas légèrement désynchronisés avec les miens. Dehors, l'air du matin semblait plus vif que d'habitude. Plus pur. Laura s'est arrêtée près de la voiture. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. « Parce que j'avais besoin de savoir ce que tu ferais sans ça, » ai-je dit. Evelyne est intervenue. « Et maintenant tu penses avoir le dessus ?» J'ai secoué légèrement la tête. « Non. Je pense que j'ai le mien. » Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Pour la première fois depuis des années, je ne conduisais pas vers une décision que quelqu'un d'autre avait façonnée. Je conduisais avec une que j'avais déjà prise. Si vous avez déjà fait entièrement confiance à quelqu'un pour ensuite réaliser que vous ne faisiez que partie de son plan, je veux savoir ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous signé? Auriez-vous parlé plus tôt? Ou auriez-vous attendu, comme je l'ai fait, jusqu'à ce que la vérité prenne la décision pour vous? Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, calmes, réelles et plus proches que nous ne le pensons. Alors, assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous. Nous ne faisons que commencer.